Rebonjour à tous. Voilà, on va passer aux molécules suivantes qui sont les protides. On parle très souvent de protéines. Moi-même, je le dis aussi, mais on devrait dire protides. Pourquoi? Parce que une protéine est fabriquée à partir d'acides aminés. Vous savez que c'est une molécule linéaire, je veux dire sans ramification, qui va devoir se replier avec une forme spécifique. Tant qu'elle n'a pas sa forme spécifique, pardon, eh bien, elle ne pourra pas exercer sa fonction. Donc, dans un premier temps, ce qu'on fabrique eh bien, n'est pas appelé une protéine, mais c'est néanmoins un protide. Ou bien, si on a deux, trois acides aminés ensemble, c'est aussi un protide, mais on ne peut pas parler de protéine. Voilà, alors je vais vous expliquer un petit peu euh, des protéines. Donc, je viens de vous dire qu'elles étaient fabriquées à partir d'acides aminés. Les acides aminés, vous savez qu'il en existe 20 différents dans la nature et leurs fonctions de base sont identiques. Il y a deux fonctions identiques. Il y a la fonction amine, NH2, et la fonction acide carboxylique, COOH. Ok? Donc, ils se ressemblent assez fort les uns des autres. Donc, si vous regardez dans votre cours à la page, excusez-moi, à la page 29, eh bien, vous voyez la structure ici d'un acide aminé. Donc ça, par contre, c'est quelque chose que vous devez connaître et que vous devez savoir réécrire, la fonction générale d'un acide aminé. Donc vous avez la fonction NH2 ici qui est entourée, qui est la fonction amine, liée à un carbone central, lui-même lié à, à un atome d'hydrogène, excusez-moi, et également lié à une fonction acide carboxylique, COOH. Alors vous voyez qu'il y a un R ici. R, c'est le radical, c'est en fait la partie variable de l'acide aminé. Alors comme il existe 20 acides aminés différents dans la nature, eh bien il existe 20 radicaux différents. D'accord? Alors si je regarde ces acides aminés, eh bien les voici toujours à la même page. Alors vous avez chaque fois la fonction H2N, COH et H, d'accord, avec les charges qui sont passées du COH au NH3+, enfin du COH au NH2, ce qui donne NH3+, CO-, mais c'est exactement la même chose. Ce qui est important, c'est la différence entre les acides aminés, c'est ce qui est entouré ici, ce qui est mis en évidence en rose. Vous voyez que chaque acide aminé porte un nom. Par exemple, la glycine, dont le radical est simplement H, ou bien l'alanine, dont le radical est CH3, la valine, CH, CH3, CH3, etc. Alors on les classe sous différents types, ceux chargés négativement, ceux chargés positivement, ceux qui ont des cycles aromatiques, ceux qui sont polaires mais pas chargés et ceux qui sont non polaires, peu importe. En tout cas, sachez qu'il en existe 20 qui rentrent dans la composition des protéines. Alors, la plupart de ces acides aminés, nous sommes capables de les fabriquer à partir de quoi? À partir des sucres, euh, notamment, à partir de l'alimentation, donc de ce qu'on va récupérer. Donc, oui, on va être capable de les fabriquer, sauf 8 qu'on doit absolument trouver directement dans notre alimentation. D'accord? Les 12 autres acides aminés, eh bien, nous sommes capables de les fabriquer. Je vous rappelle qu'il faut du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, mais aussi de l'azote avec cette fonction amine. Et il faut aussi parfois du soufre parce que certains acides aminés, en l'occurrence, possèdent du soufre. Voilà. Alors, donc les acides aminés, quand ils se lient, eh bien ça c'est super important. Ils vont, si deux acides aminés se lient, ils vont former un dipeptide. D'accord? Donc ici, vous avez deux acides aminés. Le premier ici, avec sa fonction amine, sa fonction acide carboxylique. Et vous voyez ici le radical numéro 1, qui peut être H, CH3, etc., comme on l'a vu. Et ici, un deuxième acide aminé différent avec un autre radical qu'on va nommer R2. Quand il se lie, vous voyez que le OH de la fonction acide carboxylique d'un acide aminé se lie à l'atome d'hydrogène de l'autre acide aminé pour former une molécule d'eau qui va être éliminée. Donc nous sommes encore dans le cas d'une réaction de condensation. Du coup, le C va se lier au N et on va créer, ce que vous pouvez mettre en couleur ici, la liaison entre le C et le N, une liaison peptidique. Très important.
Donc entre chaque acide aminé, il y a une liaison peptidique entre le C, le carbone d'un acide aminé, et l'azote de l'autre acide aminé. Donc là, on a formé un dipeptide par réaction de condensation, donc on a enlevé une molécule d'eau. Alors, vous voyez ici par exemple qu'on a un acide aminé qu'on a représenté par une simple boule. Et ici, on a un dipeptide avec deux acides aminés liés l'un à l'autre. On pourrait aussi former un tripeptide avec trois acides aminés, un quadripeptide, etc., etc. Je crois que vous avez compris le principe. Alors, s'il y a très peu d'acides aminés qui sont liés, on va parler d'oligopeptides. Oligo, ça veut dire qu'il y en a très peu qui sont liés les uns aux autres. Voilà, par exemple, un oligopeptide formé de 7 acides aminés. Vous voyez les différents groupes ici, donc, qui montrent les différents acides aminés. Et vous voyez ici, chaque fois, la liaison entre le carbone et l'azote, qui est la liaison entre les deux acides aminés, qui est la liaison peptidique. Ok? Donc, si je prends ici pour la deuxième molécule, hop, entre le C et le N, voilà, liaison peptidique, et de nouveau une liaison peptidique ici, etc. Ça va? Voilà. Donc ça, c'est un oligopeptide. Imaginez-vous de recopier tout ça. C'est compliqué, ça prendrait du temps, et ce n'est qu'un tout petit peptide. Une protéine, un polypeptide d'abord, c'est un nombre immense d'acides aminés qui sont assemblés les uns aux autres. Donc justement, un polypeptide, c'est une chaîne d'acides aminés, comme ils sont représentés ici. Vous voyez qu'il y en a plusieurs bleus, il y en a plusieurs roses, etc. Ça veut dire qu'évidemment, avec seulement 20 acides aminés, eh bien, plusieurs vont se répéter plusieurs fois. Ça va? Donc là, on parle de polypeptide. Alors, pour qu'on puisse parler d'une protéine, et ça c'est vraiment super important, pour qu'on puisse parler d'une protéine, il faut que cette protéine ait une fonction. Ça veut dire qu'elle soit capable de faire quelque chose. C'est pas comme un collier de perles qui serait linéaire, d'accord? Ok, il n'y a pas de ramification, mais il faut que ce collier de perles prenne une structure spécifique pour avoir un rôle spécifique. Alors, on donne 4 niveaux d'organisation aux protéines. Alors, d'abord, la structure primaire, c'est-à-dire la succession des différents acides aminés dans le polypeptide. Je vous ai mis un exemple à la page 31. Voilà. Donc, voilà par exemple la séquence du lysosine. Vous avez lysine, valine, phénylalanine, glycine, arginine, cystéine, etc. Donc, la succession des différents acides aminés, eh bien, s'appelle la structure primaire de la protéine. Donc voilà, on met le rose, puis on met le bleu, on met le rose, puis on met le bleu, puis on met le jaune, puis on met le vert, etc. etc. Ça va? Donc ça, c'est la structure primaire, donc la séquence, ce qu'on appelle la séquence en acides aminés. Si vous regardez sur le schéma juste au-dessus, eh bien voici la structure primaire, donc c'est quels acides aminés se suivent. Ensuite, on a remarqué que dans la plupart des protéines, eh bien, à cause de ponts hydrogènes particuliers, excusez-moi, je vais un peu trop vite. Excusez-moi, je reprends. Donc, dans cette structure primaire, eh bien, il faut savoir que s'il y a un problème au niveau de un ou plusieurs acides aminés, donc par exemple, s'il y a une mutation dans l'ADN, eh bien, on peut se tromper pour l'un ou l'autre acide aminé. C'est le cas par exemple dans la maladie qu'on appelle l'anémie falciforme ou la drépanocytose, c'est la même chose. Donc, l'anémie falciforme, eh bien, c'est quoi? Au lieu d'avoir des beaux globules rouges ronds biconcaves, on a des globules rouges qu'on dit en forme de fossiles qui vont s'agglomérer dans les vaisseaux sanguins et qui vont faire en sorte que la personne va finir par décéder à un âge précoce. C'est une maladie génétique liée à une mutation de l'ADN. Si on regarde de plus près dans l'ADN, c'est une seule paire de bases qui est modifiée. Et donc ça va donner quoi? Eh bien, ça va donner ici un changement dans la séquence de la protéine d'un seul acide aminé. L'acide glutamique est remplacé par une valine, d'accord? Et je vous dis, cette maladie, eh bien, elle est mortelle. Okay? Donc la séquence de la protéine est super importante. Autrement dit, la structure primaire. Ça va? Certains acides aminés sont mutés naturellement chez certaines personnes et ça n'a pas spécialement de conséquences
pour l'individu. Certaines mutations sont silencieuses, je pense qu'on en avait parlé l'année passée, mais d'autres ont des conséquences dramatiques, comme vous le voyez ici. Alors, la structure secondaire, eh bien, on a remarqué que la plupart des protéines, eh bien, à peu près toutes en fait, ont toutes des endroits où il y a des formes qui sont similaires. Soit ce qu'on appelle les hélices alpha, qui sont liées à des ponts hydrogènes entre différents acides aminés, d'accord? Soit aussi des feuillets bêta. Donc, à certains endroits de la protéine, on retrouve des hélices alpha et des feuillets bêta. Certaines ne possèdent que des hélices alpha, d'autres des feuillets bêta, mais c'est plutôt rare. Donc là, vous voyez déjà que notre protéine prend un petit peu une forme. Donc c'est deux formes qu'on retrouve dans la plupart des protéines. Donc la structure primaire, c'est la séquence d'acides aminés. La structure secondaire, c'est les hélices alpha et les feuillets bêta. Une espèce d'accordéon, les feuillets bêta. Ensuite vient la structure tertiaire. Alors là, c'est la plus importante, c'est celle qui donne sa fonction à la protéine. Alors c'est en fait le repliement final de la protéine. Si vous regardez, voilà, on a une protéine ici. Si on y regarde de plus près, on a des hélices alpha, des feuillets bêta, mais elle se replie aussi d'une façon particulière, ce qui lui permet d'exercer sa fonction. Si jamais on la déplie, eh bien, on lui supprime sa fonction, on dit qu'on la dénature. Dénaturer une protéine, ça veut dire lui faire perdre sa fonction. Par exemple, si je chauffe une protéine, eh bien, elle peut perdre sa fonction. C'est pour ça, par exemple, que vous avez beaucoup de protéines dans le corps qui peuvent se dénaturer, qui peuvent donc perdre leur forme au-delà de 40 degrés. Voilà pourquoi il faut vite aller à l'hôpital si vous avez de la fièvre au-delà de 40 degrés, même un peu avant je dirais, mais parce que certaines protéines ne sont plus fonctionnelles. Une fois qu'une protéine perd sa forme, elle est foutue, impossible de la récupérer. D'accord? Donc ça c'est très important, cette structure tertiaire. Donc cette structure tertiaire, en fait, elle est super importante. Elle est créée par quoi? Eh bien, en plus des hélices alpha et des feuillets bêta, par différents types de liaisons qui peuvent se trouver entre les acides aminés. Par exemple, si on a des acides aminés qui sont positifs et d'autres qui sont chargés négativement, eh bien, ils vont s'attirer, donc ça va donner une certaine forme. Ou alors, on peut avoir des ponts hydrogènes entre d'autres acides aminés. Ou alors encore des ponts disulfures, ça vous connaissez moins, c'est entre deux acides aminés cystéine, ou bien des effets hydrophobes. Donc, vous savez ce qui est hydrophobe, on va essayer d'éviter l'eau et va essayer de se cacher de l'eau. Donc, on aura, grâce à ce type de liaison, une forme qui est particulière à chaque protéine et qui va lui donner sa fonction. Alors, pour donner un exemple, je vous ai dit l'exemple des protéines qui peuvent être dénaturées à 40 degrés. Un autre exemple que vous avez dans le cours, c'est le venin des méduses. Alors, le venin des méduses, on dit parfois que quand on se fait piquer par une méduse, il faut faire pipi sur la piqûre de méduse. C'est peut-être pas la meilleure solution, mais une bonne solution, c'est de mettre de l'eau chaude, pour la raison que je vous ai expliquée tout à l'heure. Parce que ça dénature la protéine qui, normalement, est responsable de la douleur. D'accord? Alors, ça dépend des méduses, mais voilà. Alors, quand on n'a pas d'eau, on fait pipi dessus, mais je croyais moins le liquide à 37 degrés, c'est un peu peu. Il faudrait de l'eau un peu plus chaude. Mais le principe est de dénaturer la protéine, donc de la rendre inefficace. Voilà, ça c'est la structure tertiaire. Donc primaire, c'est la séquence d'acides aminés. Secondaire, c'est les hélices alpha et les feuillets bêta. Et tertiaire, c'est la forme globale de la protéine. En général, pour la plupart des protéines, on s'arrête là. Ça va? Mais certaines protéines ont besoin de s'assembler à plusieurs pour pouvoir être efficaces. Et ces protéines-là uniquement, et elles sont plus rares que les autres, eh bien, ont une structure quaternaire. Ça va? Donc, c'est les protéines qui doivent s'assembler à plusieurs pour être efficaces. Je vais vous donner deux exemples avec le collagène. Le collagène, c'est ce qu'on a dans nos tissus qui permet aux cellules de tenir entre elles. Et bien, vous voyez qu'il faut 3 chaînes de collagène qui tiennent entre elles pour que le collagène soit efficace. Ça va? Donc, ça a une structure quaternaire, puisqu'il y a plusieurs sous-unités qui doivent se lier pour
que la protéine soit efficace. Dans ce cas-là, c'est 3 sous-unités identiques. Dans l'autre cas qui est juste ici avant, vous avez une molécule d'hémoglobine. Vous savez que c'est la molécule qu'on retrouve sur les globules rouges et qui va permettre de transporter l'oxygène dans le sang. Eh bien, elle est faite, cette molécule d'hémoglobine, de 2 chaînes alpha et de 2 chaînes bêta, autrement dit 4 sous-unités. Alors désolé pour les alpha et les bêta, ça n'a rien à voir avec les hélices alpha et les feuilles bêta. D'accord? C'est comme ça qu'on les appelle alpha-bêta par simplicité. Néanmoins, comprenez que l'hémoglobine a besoin de 4 sous-unités identiques, 2 à 2. Alors juste pour ceux qui sont un peu curieux, ce qu'on appelle l'aine ici, c'est là où il y a des atomes de fer qui vont fixer l'oxygène. Voilà. Donc, structure primaire, la séquence en acide aminé. Structure secondaire, les hélices alpha et les feuilles bêta. Structure tertiaire, là où on s'arrête habituellement, la forme générale de la protéine. Et puis structure quaternaire, chez certaines protéines, pas toutes, c'est celles qui doivent avoir plusieurs sous-unités pour assurer leur fonction. Voilà. Alors, je vais terminer ce cours avec les rôles des protéines. Oui, donc comment est-ce qu'on peut mettre en évidence les protéines? On le verra ensemble en faisant un TP en classe dès notre retour, je l'espère. Alors, les principaux rôles des protides, eh bien, donc, c'est fabriquer évidemment des protéines. Alors, il y a beaucoup d'acides aminés qui rentrent dans des cycles biochimiques. Il y a beaucoup de protéines qui sont, par exemple, des hormones comme l'insuline. Alors, je vous résume un petit peu, d'accord? Alors, il y a des protéines de soutien, comme le collagène dont je vous ai parlé, comme l'élastine, qui est une protéine qu'on retrouve dans les ligaments, dans les tendons, etc. La kératine qu'on retrouve dans les cheveux, d'accord? On a donc la régulation hormonale, je vous ai parlé de l'insuline comme exemple. La réception de substances, sachez qu'entre deux neurones, vous savez que sur la dendrite du neurone récepteur, il y a des récepteurs justement qui vont fixer les neurotransmetteurs. Et bien, ce sont aussi des protéines. Les défenses contre l'organisme, sachez que les anticorps, dont on parlera plus tard dans un chapitre complet, sont également des protéines. Et enfin, le transport de substances, l'hémoglobine dont on a parlé, d'accord? L'hémoglobine qui transporte l'oxygène dans le sang. Voilà, je crois que j'ai déjà beaucoup parlé dans cette vidéo, je vous ai déjà dit beaucoup de choses. Je vous embrasse, courage, à très vite.